Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 mars 2024 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie ce matin. La bonne nouvelle, ce sont les élections au Sénégal qui se sont passées dans un esprit de paix et dans une démocratie réelle. Vraiment, le Sénégal est un exemple pour toute l'Afrique, particulièrement pour la Côte d'Ivoire, parce que chez nous ici, on sait comment les choses se passent. Là-bas, les institutions sont fortes. Vous avez vu comment le Conseil constitutionnel a pris le contre-pied de la décision du président pour exiger que les élections se fassent avant le 2 avril, comme convenu dans la Constitution, et cela a été respecté. Les Sénégalais sont allés aux élections. Vous avez vu, avant même les résultats officiels, parce que quand les choses sont bien organisées, là, tout le monde connaît les résultats avant les résultats officiels. Là-bas, là, même les résultats sont affichés devant les bureaux de vote. Donc, quelqu'un ne peut même pas discuter les résultats. De sorte que les résultats officiels n'ont pas encore été donnés quand les adversaires, dans l'élégance politique, ont félicité celui qui a gagné. C'est ça qu'on appelle aimer son pays. Chez nous ici, là, chacun veut être forcément président, ça devient toujours palabre, on tue les gens. Vraiment, c'est dommage. On espère que l'exemple du Sénégal va nous servir pour que nous créions les vraies conditions de la paix en 2025. Mettez les cœurs, partagez le direct, parce que vous savez que ici, sur la chaîne de la vérité, les gens n'aiment pas ce qu'on dit et ils nous attaquent. Voilà. Donc, on va commencer nos sujets. Les sujets d'ordre général. On va commencer par le non-paiement des factures des fournisseurs de l'État. On vous l'avait déjà dit, normalement, quand les fournisseurs déposent leurs factures, l'État a 90 jours pour payer. Mais ces factures-là ne sont pas payées dans le temps et ça crée vraiment beaucoup de problèmes aux entrepreneurs. Donc vraiment, on voudrait interpeller le Trésor public parce que c'est pas facile d'être entrepreneur. Quand on paye pas les factures dans le temps, ça crée beaucoup de désagréments. Il y a aussi les primes d'examen de 2023 jusqu'aujourd'hui. C'est pas encore payé. On s'en va vers la fin de l'année scolaire 2024. Donc vraiment, on veut interpeller ici le ministère en charge de l'éducation parce que c'est récurrent. Chaque année, c'est la même chose. Payer les primes des gens. Voilà. Bientôt aussi, une grève est annoncée à Fraternité Matin. En tout cas, les agents se plaignent des conditions de travail. Ils se plaignent du non-respect des textes qui régissent leur profession. Ils se plaignent des retards de salaire qui sont toujours payés autour du 15, en tout cas après le 8, qui est le délai légal pour payer les salaires dans le privé. À Touba, on nous a signalé un problème entre agriculteurs et éleveurs. Ce problème-là est surtout dans la zone de Saboudougou. Voilà, de Saboudougou. Et là-bas, il paraîtrait que dans les problèmes entre agriculteurs et éleveurs, les autorités prennent parti pour les éleveurs, alors que les éleveurs détruisent les cultures avec leurs animaux. Donc, il y a eu un conflit là-bas entre paysans et éleveurs. Et malheureusement, depuis le 6 mars, il y a des jeunes du village qui ont été emprisonnés. Ils sont toujours en détention en ce moment où nous vous parlons. Voilà, donc vraiment, nous voulons signaler cela et demander aux autorités de juger les affaires de façon équitable. C'est pas la solution d'emprisonner. Il faut surtout trouver un terrain d'entente pour canaliser les animaux, créer des couloirs de pâturage qui seront respectés. C'est très, très important. Voilà. Facture CIE SODECI, ça là, on vous parle de ça. On a lancé la pétition. Vous n'avez pas voulu signer. On vous avait promis le point même, on l'a pas encore fait. Mais on n'a même pas obtenu 10 000 signatures alors qu'on en voulait 100 000. Et les 100 000 là, on les avait pas définis au hasard. On vous a donné les bases sur lesquelles on a fait les calculs. Toujours est-il que vous-même, vous donnez l'autorisation à la CIE et à la SODECI de nous punir. Et ça, c'est pas normal. Quand on vous dit de réagir là, vous préférez compter sur les autres.
Depuis juillet 2023, ils ont dit qu'ils allaient faire une augmentation pour les 15 ampères et plus. Et malgré cette augmentation, on a constaté que ce n'est pas les 15 ampères et plus seulement qui ont été affectés, mais même ceux qui ont les compteurs à 4 là, on avait déjà réduit leur consommation de 50%. On a mis ça dans vos oreilles. Maintenant, à la fin de l'année, ils sont venus nous annoncer encore qu'ils vont faire 10%. Et quand vous regardez les factures, en tout cas quand moi je regarde ma facture et ceux qui m'en parlent là, c'est 25 à 30% d'augmentation qu'on a subi. Et parce que vous avez décidé d'être dans vos salons, de ne pas réagir, nous tous on va payer ces factures là. On en parle parce que ce sont nos réalités et ce n'est pas normal, mais vous aimez ça. C'est ce que vous voulez. Et c'est ce que nous subissons, nous tous. Et c'est vraiment dommage. La SODECI même qu'on disait être correcte là, il y a des zones même où les factures ont triplé carrément. Donc vraiment, c'est dommage, mais c'est la situation que nous vivons et c'est ce que nous voulons. Donc subissons, nous on en parle parce que c'est pas normal. Voilà. Il y a aussi un projet de loi qui est passé à l'Assemblée nationale récemment. Grâce au député Assalé Tiemoko, on a eu vent de cela sur la communication électronique et c'est très grave. Depuis affaire de rapport de Cour des comptes est sortie dans l'impunité totale là, maintenant même on vient nous narguer encore. C'est-à-dire que on vole et puis il n'y a rien, mais en plus de cela, on veut empêcher les journalistes d'investigation de faire leur travail. Si tu as une information sur un détournement quelconque, tu n'as pas le droit de publier dessus, tu n'as pas le droit de communiquer dessus sous peine de payer une amende de 40 000 francs et d'être emprisonné entre 1 et 5 ans. Vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage, mais c'est le pays dans lequel nous sommes et ce sont les députés que vous-même vous avez voté là, c'est eux qui ont voté ça. Voilà. Donc vraiment, on est très très mal parti pour que les finances publiques soient assainies dans ce pays-là. C'est vraiment dommage. Enlèvement. On vous a signalé que depuis le samedi 16 mars, il y a un président de parti politique et aussi syndicaliste, M. Zokevin, qui a été enlevé en plein jour à Yopougon. On ne sait pas où les gens l'ont emmené, qu'est-ce qui s'est passé. Depuis qu'il est sorti, je n'ai pas encore pu parler avec lui parce qu'il était dans les entretiens avec la police. Toujours est-il que le mercredi soir, on est venu le déposer au corridor d'Anyama. Et depuis un certain temps, il y a beaucoup d'enlèvements d'enfants et de jeunes gens qui sont signalés. Parlez à vos enfants, surveillez vos enfants et vous-même les adultes, faites attention. Je ne sais pas si c'est 2025 que les mystiques sont en train de préparer, qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, il y a beaucoup d'enlèvements. Il faut faire attention. Voilà. Donc, dans la même veine, on profite pour réclamer encore une fois que Eli Pada apparaisse. On vous a dit, ça là, on ne laisse pas. Tant qu'on n'a pas vu Eli Pada venir faire ses programmes dans son église, tant qu'on ne l'a pas vu libre de tous ses mouvements, on va réclamer qu'il revienne. Pour nous, soit il a été enlevé, soit il n'est pas libre de venir exercer son ministère. Dans tous les cas, il est victime d'injustice. Donc, ramenez Eli Pada. Parce que dans tous les cas, ça là, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Voilà. Donc, si vous êtes malin, vous allez le ramener. Voilà. Il n'y a rien sur cette terre-là qu'on fasse qu'on ne paye pas. Donc, c'est pour vous-même votre bien. On vous dit de le ramener. Et nous, on attend. Et tant qu'on ne l'a pas vu, libre d'exercer son ministère, là, nous, on va continuer de parler de ça. Ceux qui disent qu'il est mort, là, venez nous montrer son corps. Donnez-nous le programme de ses obsèques. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, on attend. On attend. Par rapport au déguerpissement, qui est l'actualité actuellement, vous le savez tous, on ne va pas revenir dessus. Le district avait publié une liste de 176 sites à détruire, mais déjà avant ça, depuis le 4 janvier, avec le marché Djekonan au plateau, ils avaient commencé à détruire comment on appelle ça, les installations des commerçants et aussi des logements.
et c'est le 22 février qu'ils ont publié la liste. Mais après ça, quand il y a eu les mois autour de l'école Charles-Hélène, ils ont levé un peu le pied, mais après ils ont continué. Ils ont détruit Banco 1, ils ont détruit les ferrailleurs le samedi 16 mars et à partir du lundi 17, ils ont commencé à casser à Lyodan aussi. Voilà, parce que les ferrailleurs d'Anoumambo, c'était le samedi, mais après, ils ont poursuivi sur toute la berge lagunaire. Et donc, vraiment, c'est dommage. C'est dommage qu'on soit dans un pays où c'est l'État qui prétend lutter contre la pauvreté, qui vient mettre les gens dans l'extrême pauvreté. Parce qu'on n'a plus de maison. Quand les enfants ne peuvent plus aller à l'école, qu'on ne sait plus comment faire pour assurer les besoins vitaux minimum, ça là, on n'appelle même pas ça pauvreté. C'est l'après-mort. C'est l'après-mort. Alors qu'on dit que on veut les protéger de la mort, mais on les jette à la mort. Vraiment, c'est très grave comme politique gouvernementale et l'État ne dit rien. Ils ont créé une cellule. Ils ont créé une cellule au Conseil des ministres du 13 mars jusqu'aujourd'hui. Non seulement les mesures qui ont été décidées ne sont ni réalistes ni suffisantes, mais jusqu'aujourd'hui où on vous parle, il n'y a pas quelqu'un qui a reçu les 250 000 là. La saison pluvieuse arrive. Elle a même commencé un peu. Donc vraiment, on veut interpeller les pouvoirs publics. On veut interpeller les pouvoirs publics. Normalement, là, vous êtes au service des populations. C'est pas seulement quand vous voulez leur vote que vous devez vous souvenir qu'ils existent. Dans la gestion quotidienne, là, vous devez communiquer avec les populations pour faciliter l'exécution de vos décisions qui ne sont pas toujours mauvaises. Mais quand l'application est mauvaise et que les conséquences sont dramatiques, on ne peut plus les qualifier de bonnes. Et c'est dommage. Et ça se voit que vous le faites sans remords parce que vous continuez. En principe, vous devez arrêter, faire un point, parler des réparations et si c'est nécessaire de poursuivre, vous poursuivez en respectant les normes. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais depuis que vous êtes arrivé là, vous avez un problème avec la loi, vous avez un problème avec la Constitution et vous continuez d'avoir des problèmes avec les normes. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc vraiment, on veut interpeller toutes les victimes. On a créé une coalition qui s'appelle la coalition des victimes et des menacés de déguerpissement de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tous ceux qui ont été victimes de déguerpissement, que vos responsables nous contactent pour que vous rejoigniez cette coalition parce que c'est ensemble qu'on peut mieux revendiquer vos droits. Les menacés aussi là, c'est-à-dire ceux dont on a publié la liste pour dire qu'ils sont concernés par cette opération, approchez-nous. On va vous dire les dispositions à prendre pour que votre situation ne soit pas aussi dramatique que celle des précédents. C'est très, très important. Parce qu'après, là, on doit poursuivre l'État pour ça. Si l'État n'a pas fait des réparations justes, nous, on doit les poursuivre pour avoir une compensation juste. Et il y a des avocats qui sont là pour ça. Venez vers nous, on va vous coacher, on va vous encadrer et vous allez entrer dans vos droits. Il y a le groupe de Koumassi, Oufoué-Boigny 1 et 2 qui ont déjà gagné leur procès par rapport à ça. C'est pour dire que même si notre justice est corrompue là, il y a des juges qui font leur travail. Heureusement d'ailleurs, il y a des juges qui font leur travail. Donc, on va vous coacher, vous allez entrer dans vos droits. Voilà. C'est l'État lui-même qui vous lèse, c'est l'État lui-même qui va vous dédommager. Voilà. Donc, vraiment, on lance cet appel-là pour que vraiment vous puissiez... Donc, ceux qui veulent rejoindre la coalition, vous appelez le 07 47 45 11 45. Voilà. Vous appelez sur ce numéro-là pour vous faire enregistrer. Ils vont vous diriger vers nous et vous allez intégrer la coalition, dont la prochaine réunion est prévue pour le mercredi 3 avril prochain. Voilà. OK. On va poursuivre sur un cas, comme on était en train de parler de justice, on va parler d'injustice, on va parler du cas de un de nos camarades qui s'appelle Monsieur Ngoran Kwaku Aimé César. Nous, on l'appelle Barbe Rouge. À cause des problèmes, sa barbe a commencé à blanchir, mais c'est Barbe Rouge. Il va venir, il va vous expliquer ce qu'il a vécu. Et il n'est pas le seul dans cette situation, parce que depuis environ 6 mois, on reçoit beaucoup de plaintes de personnes qui sont victimes du tribunal du travail. Je vous assure que le tribunal du travail était le meilleur en termes de résultats,
en termes de faire justice aux travailleurs. Mais depuis un certain temps, je ne sais pas s'ils ont changé les juges qui sont là-bas, mais il y a des cas sur lesquels on traîne inutilement. On ne comprend pas pourquoi, pour un problème de... On ne comprend pas pourquoi, pour un problème de droit du travail, on peut mettre autant de temps. Donc voilà, nous sommes avec le camarade. Bonjour. Bonjour, présidente. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, il faut expliquer un peu à nos auditeurs, à nos internautes, dans quelles circonstances d'abord tu as été victime et comment ce dossier a été traité. Merci, camarade présidente. Je me nomme Morin Aimé César. Pour les victimes, c'est pas Bruges. Je pense que beaucoup Ivoiriens savent déjà ce que j'ai subi comme injustice. J'ai été kidnappé le 13 août 2020 sur le parking de Bennett parce que j'étais agent de Bennett comme vous. Et puis, ce 13 août 2020, comme tout citoyen, j'étais à mon service. Attendez, hein, je vais vous préciser quelque chose. Quand il dit qu'il a été kidnappé sur le parking du Bennett là, pour ceux qui ne connaissent pas le Bennett, à l'entrée là, il y a des vigiles. Il y a une barrière qu'on soulève et qu'on abaisse. Il y a des vigiles, il y a la gendarmerie. Mais malgré cela, il y a des personnes encagoulées qui sont entrées pour kidnapper quelqu'un. Voyez déjà, même si c'est normal. Voilà, je donne les détails. Allons-y. Donc, c'est là qu'a commencé l'injustice parce que au Bennett, aux 15 ans passés au Bennett, il y a un service juridique. Donc, un agent de Bennett même qui est confronté à un problème avec la justice dehors, le service juridique du Bennett se saisit de l'affaire et c'est le service juridique du Bennett qui défend cette personne. À ma grande surprise, moi j'ai été kidnappé, j'ai été déporté à Sébroko. Pendant 3 jours, j'ai été torturé. Pendant 3 jours, le Bennett s'est pas manifesté. Je n'ai pas eu le soutien du service social du Bennett, je n'ai pas eu le soutien du service juridique du Bennett. Et en temps, je sortais d'une grosse opération, puisque j'étais convalescent, j'ai fait 1 mois et demi d'arrêt maladie. C'était le jour où je reprenais mon service. Et j'ai été kidnappé, j'insiste pour le dire, parce que je suis persuadé, et je sais, j'ai les preuves, que mon enlèvement a été commandité par la direction du Bennett. Je le dis et je le précise. Et ça, c'est une première étape, mais au fur et à mesure, je vais sortir des éléments, parce que j'ai des preuves que c'est la direction du Bennett qui m'a livré aux encagoulés, puisque eux-mêmes, ils me l'ont dit quand j'étais à Sébroko. Et même le DRH l'a reconnu au cours d'une rencontre qu'il a eue avec les syndicats, où il a précisé que lui, il a été appelé par la police pour dire qu'ils avaient une opération dans les parages. Moi, à ce que je sache, le Bennett n'a rien à voir avec la sécurité nationale, pour que si la police a une opération, on informe le DRH. Et il a reconnu. Mais même si on informe le DRH là, la police rentre dans son bureau et puis on t'appelle, on n'a pas à enlever quelqu'un. Et le DRH même l'a reconnu d'un PV, puisqu'il a eu une rencontre avec tous les 5 syndicats du Bennett où il a reconnu que lui, il avait été appelé. Donc, bref, j'ai été emprisonné. Ma famille a fait les démarches auprès du DRH pour savoir où j'étais. Il a dit à ma famille que j'étais à la police, ce qui était faux. Et quand j'ai été déporté à la MACA, 3 jours après, quand nous sommes arrivés à la MACA, on a reçu la visite d'un commissaire de justice qui est venu me notifier la suspension de mon contrat de travail. Ce qui n'est pas légal. Voilà. Dans le code du travail, quand quelqu'un est emprisonné, c'est après 6 mois qu'on peut faire des poursuites contre lui ou suspendre son contrat. C'est comme ça. Voilà. Mais on est en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, le huissier de justice est venu, il m'a remis la suspension de mon contrat et j'ai fait 8 mois et demi à la MACA avec toi. Voilà. Et quand on est sorti, comme nous sommes des hommes de droit, moi je suis allé au Bennett par reprise, je me suis fait accompagner par un commissaire de justice. Et c'est là que le DRH m'a notifié que je suis licencié. Bon, c'est son choix. Parce que moi je me dis, il est DRH, il a été nommé par le directeur, il est libre de me licencier. Mais par derrière, moi aussi, je suis en droit de bénéficier de ce que la loi me donne. Voilà. Parce que je signale que je suis un travailleur protégé. Voilà. Parce que nous avons créé notre syndicat en 2016 et j'étais le premier secrétaire général adjoint du SLT. C'est ça. Ce qui fait que j'étais protégé par la loi. En principe, quand on veut licencier un syndicaliste, on écrit à l'inspection du travail. Mais l'inspection du travail répond après avoir fait une enquête.
Donc, l'inspection du travail a donné son accord pour le licenciement sans avoir mené d'enquête. Non, moi, dans mon cas, l'inspection n'a pas demandé l'accord de l'inspection. Ah, dans ton cas, d'accord. Dans mon cas, ils n'ont même pas demandé l'accord de l'inspection du travail. Non, la Côte d'Ivoire, quand moi j'ai été licencié, j'ai saisi l'inspection du travail par courrier, comme la loi le demande, pour que je sois réintégré. J'ai demandé cette médiation à l'inspection du travail et le BNET a refusé la médiation. C'est plus la conduite au tribunal. J'ai été surpris qu'après, nous sommes à 2 ans de procès, j'ai été surpris après, je crois, 8 à 6 mois, 6 à 8 mois de procès, que le BNET, la direction du BNET ne reconnaît même pas mon statut de travailleur protégé. Oui, ça c'est grave. Ils ont dit même qu'ils ne savaient même pas que j'étais un syndicaliste. Et ce qui me paraît bizarre, c'est que moi, pendant que j'étais convalescent, où j'avais été opéré, la direction générale, par le biais du DRH, a demandé que j'intervienne pour un dossier très grave qui était le choix des délégués du personnel. Président, je viens te dire qu'aujourd'hui, mon problème, mon arrestation, mon incarcération, mon licenciement est dû à un problème qui est le mauvais traitement que la direction générale inflige au travail. Ce que j'ai dénoncé à l'inspection du travail, parce que moi j'avais convoqué le BNET à l'inspection, l'inspection du travail a trouvé que le BNET n'avait pas raison, et le même DRH a dit que c'est pas un petit inspecteur qui a dicté comment il va gérer son service. Comme je crois en la loi, j'ai saisi le conseiller spécial du Premier ministre chargé de la trêve sociale, M. Yayoro Paramoko, à qui j'ai posé le problème et qui m'a dit: ah, M. Ngoro, vous êtes courageux, vous osez convoquer votre employeur, le BNET, ici. J'ai dit: mais, parce que je sache, le code du travail a été signé par le président Alassane Dramane Ouattara. Et le DG a été nommé par la même signature. Donc, il est pour moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est la question que je me pose. Est-ce que le BNET est au-dessus de la signature du président? Ah, c'est la question que je me pose. Il y a beaucoup de cas qu'on a. Et voilà qu'on est resté dans ce procès pendant 2 ans. Le 13 ans, bizarrement, on dirait que les dates du 13 là ne me réussissent pas. Le 13 mars dernier, mon avocat m'apprend que le juge m'a débité dans mon procès contre BNET. Ce que je n'arrive pas à comprendre. Je pose des questions. Le juge en question qui a mon dossier, malheureusement, je n'ai pas son nom, mais sur quoi il s'est basé? Malheureusement, je n'ai pas de moyens juridiques pour aller lui demander. Tout ce que j'ai comme moyen aujourd'hui, c'est de faire appel. Et je vais faire appel. Je vais faire appel, je le dis ici aujourd'hui, et je prends tout le peuple ivoirien à témoin. Ce combat, c'est mon combat, je vais le mener au prix de ma vie. Il faut que justice soit rendue. Je ne me rendrai pas justice, mais il faut que je reçoive justice. Et je compte sur la justice ivoirienne, même si le ministre même l'a dit récemment que les juges devraient rendre des décisions vraiment dignes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'ils vont se laisser faire. Parce que je vais faire appel. Même si là-bas encore, je n'ai pas eu de coup, j'irai jusqu'au bout. Même si c'est au-delà de la Côte d'Ivoire. Comme je le dis, c'est au prix de ma vie que je vais mener ce combat. Donc, bref, madame la présidente, je vais continuer. Oui, en tout cas, qu'aujourd'hui, je paye pour le combat du syndicalisme que j'ai mené au BNET. Parce que aujourd'hui, quand le BNET dit qu'il ne me connaît pas comme syndicaliste, moi j'ai signé, c'est moi qui ai signé la convention du Fonds commun de placement du BNET. J'ai une caisse moi-même que la direction a mise en place pour se faire de l'argent. Normalement, quand on faisait cette démarche, moi j'ai dit il faut plus de transparence. Parce que normalement, quand on fait un fonds de commerce, de placement, les agents, par le biais des syndicats, des associations qui sont signataires, ont le droit de demander des comptes chaque année pour voir combien il y a dans la caisse. Et ces éléments que je posais, n'arrivaient pas à la direction. Quand le BNET a demandé une étude à Deloitte pour le nouveau profil de carrière, il y a eu des incohérences que j'ai dénoncées, c'est toute la première expression. Et c'est ça que la direction a saisi. Quand il y a eu l'appel qu'il avait lancé, a saisi cette occasion pour faire des amalgames, pour me prendre, me livrer à tes bourreaux. À mes bourreaux. Si vraiment, quand ils m'ont pris, c'était pour me tuer. Bah oui. Quand on arrête quelqu'un, on l'envoie à la préfecture de police, on ne l'envoie pas à ses brocos. La chance que j'ai eue, c'est qu'ils m'ont pris au bled, au parking, et mes collègues étaient là au compte. Donc, dès qu'ils m'ont pris, dès qu'ils ont publié, c'est ce qui m'a sauvé. Donc, aujourd'hui, je lance un appel, enfin, je ne lance pas un appel, je ne suis pas là pour demander pardon à quelqu'un. Je demande à la justice de faire son travail avec les éléments objectifs. Parce qu'aujourd'hui, moi, mon boussole, c'est le code de travail actuellement. Et c'est sur ça que je marche. Et j'irai jusqu'au bout.
Ça, je le dis, président, j'irai jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Au prix de ma vie, s'il le faut. C'est ça. Voilà. Ta vie ne sera pas engagée. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Chers amis, vous avez entendu ce témoignage et il n'est malheureusement pas le seul dans ce genre de situation. Il y a beaucoup qui n'ont pas le courage de dénoncer. Il faut avoir ce courage. C'est important d'exposer les failles de notre justice, d'exposer les failles de la gouvernance, surtout pour que des corrections soient apportées. Les preuves sont là pour dire qu'il a été lésé dans cette affaire et on ne comprend pas pourquoi est-ce que la justice ivoirienne ne lui a pas rendu justice. Voilà, donc il va faire appel et cette fois-ci, on va tout suivre vraiment de façon très serrée. Voilà, la première fois là, on vous a fait confiance parce qu'on se disait qu'on a tellement raison, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais comme vous voulez nous montrer que vous êtes dans les magouilles, vous êtes dans les favoritismes, dans je ne sais quoi, cette fois-ci là, quand on va faire appel là, on sera collé serré, puis on va voir ce que ça va donner. Ok, merci, bon courage, et puis on exhorte tous ceux qui sont victimes d'injustice, quel que soit le tribunal, saisissez-nous, on va en parler, c'est important, c'est même très important que les gens sachent les failles de notre justice, pour qu'on obtienne justice pour ceux qui sont des laissés pour compte. C'est vraiment très important. Voilà. Donc, on va poursuivre avec les planteurs. Malheureusement, dans notre pays, là, il y a trop d'injustice. Mettez les cœurs, partagez le direct. Après, ne venez pas me dire qu'il n'y a pas de son. Voilà. Quand nous, on est lancé, là, on parle, on oublie ce côté-là. Mais vous devez veiller à ce que véritablement on puisse terminer ce direct sans problème. Voilà. Donc nous allons parler des planteurs. On a toujours dit que le succès de notre pays repose sur l'agriculture. Et ça continue de reposer sur l'agriculture. Malheureusement, nos parents paysans sont les plus malheureux, sont les plus pauvres, sont les plus misérables. Ils produisent, mais ils ne bénéficient pas du fruit de leur production. Les Ivoiriens sont premiers producteurs de cacao dans le monde. Mais c'est ici que le kilo du cacao a été fixé à 1000 francs. Alors qu'au Ghana voisin, c'est plus de 2000. À Madagascar, c'est 3000. Au Cameroun, c'est 5000. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? Les planteurs sont dans la misère. Ils ne peuvent pas écouler leurs produits correctement parce qu'on n'entretient pas les pistes rurales. Donc, les acheteurs véreux qui vont vers eux payent ça au prix qu'ils veulent. Parce que 1000 francs, là, c'est le prix officiel. Mais sur le terrain, là, il y en a même qui vendent leur cacao à 600 francs parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Les gens qui bravent les mauvaises routes pour aller vers eux fixent eux-mêmes leur prix. Donc, les paysans souffrent. Ils ne peuvent pas scolariser leurs enfants. Ils ne peuvent pas se soigner. Ils ne peuvent pas se nourrir. Ils ne peuvent pas vivre convenablement. Maintenant, ces derniers temps-là, il se trouve que il y a des gens sur le terrain qui ont augmenté un peu le prix à 1200, à 1400. Et ayant appris cela, le Conseil Café Cacao, qui est censé défendre les intérêts des paysans, prend une note pour menacer les exportateurs, les transformateurs, les acheteurs qui augmentent un peu là. On prend une note pour les menacer, pour dire que le surpaiement est passible de poursuite. Vous voyez des choses comme ça. Au lieu de prendre une note pour dire, bon, on change le prix officiel pour monter à 1400. Encore que c'est dérisoire par rapport à tout ce que je vous ai cité tout à l'heure dans les autres pays. Donc vraiment, les paysans ont compris que le Conseil Café Cacao n'est pas là pour leur bien. Donc ils se sont réunis. Ils se sont réunis hier à Daloa. Vous avez vu la mobilisation. J'ai publié ça sur ma page pour prendre des décisions. Et la décision qu'ils ont prise, c'est de faire une grève illimitée à partir du jeudi 28 mars 2024. Et ils ont 3 revendications majeures. La première revendication, c'est la révision des textes qui régissent la gouvernance et la gestion de la filière café-cacao. Ça, c'est la première revendication. La deuxième revendication, c'est de demander un bilan au Conseil Café-Cacao. La troisième revendication, c'est la mise en place d'une interprofession pour les planteurs et par les planteurs. Voilà, c'est très important.
Les gens qui sont assis au conseil café cacao là-bas, là, ils ne sont pas forcément planteurs. C'est leurs amis, ils ont placé là pour bouffer l'argent des planteurs, pour gérer les planteurs. Et les planteurs n'ont pas de retombées positives. Ils veulent maintenant eux-mêmes prendre leur filière en main. Les interprofessions existent dans certaines filières comme les VA. Il faut une interprofession pour les planteurs et par les planteurs. C'est très important. Voilà les 3 revendications. Néanmoins, la grève ne concerne pas seulement les planteurs de cacao, elle est générale. Elle a été initiée par le Syndicat national des agriculteurs pour le progrès, le SYNAPSI, et le Conseil national des syndicats agricoles, le CONASASI. C'est eux qui lancent ça et ça concerne toutes les filières. Ça veut dire que à partir du jeudi 28 là, tous les produits seront bloqués. Et si cette grève marche, on risque d'avoir une rupture dans l'approvisionnement du marché. Donc, je vous conseille de faire votre marché d'ici jeudi parce qu'on ne sait jamais. Parce que ce soit le vivrier, que ce soit les cultures pérennes, tout sera en principe bloqué. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que ça là, c'est pas un problème politique. Ceux qui politisent tout bêtement là, il ne s'agit pas de ça. On dit les planteurs souffrent. C'est pas les planteurs de cacao seulement. EVA, palmier, anacarde, tout ça là, les prix ont chuté. Les prix ont chuté. Donc il y a une solidarité entre les planteurs par rapport à ce mot d'ordre. Et si ce mot d'ordre est respecté, c'est tout le monde, c'est tous les planteurs qui vont y gagner. Donc vraiment, nous, on veut encourager les planteurs à respecter le mot d'ordre de leur filière, de leurs responsables syndicaux. C'est important. Chez nous ici, là, c'est par la force on obtient tout. Quand tu parles, il y a cailloux, donc ça ne sort pas. C'est la force là qui fait sauter les cailloux là. Et puis ça rentre un peu. C'est comme ça. C'est comme ça. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une affaire de force, d'armes ou de quoi que ce soit. C'est la force du nombre. C'est la force dans l'obéissance au mot d'ordre. C'est très important. C'est la même chose on vit pour cherté de la vie. On dit cherté de la vie, cherté de la vie. Chacun est dans son salon. Il veut que ce soit les autres qui aillent lutter pour lui. Il n'y aura jamais de solution et puis c'est nous tous qui payons. On doit être solidaire. Et tant qu'on n'aura pas compris ça là, on va souffrir jusqu'à un matin. Là, on va venir nous dire de venir payer pour le sang qui coule dans nos veines. Peut-être c'est là que vous allez comprendre ce qui se passe. Mais c'est vraiment dommage. Donc nous, en tout cas, on veut féliciter les planteurs qui, à force de négociations, n'ont rien obtenu. Ils ont décidé de faire la grève. En tout cas, bon vent à cette grève. Nous tous, on va observer les résultats. Ce qui est sûr, ça commence le 28 mars 2024. Voilà. Donc ça, c'était pour le sujet des planteurs. On va revenir sur l'Institut national de formation professionnelle agricole. On vous en avait parlé la dernière fois pour dire qu'ils avaient des problèmes d'intégration à la fonction publique. Et on vous avait expliqué que dans un gouvernement sérieux, on ne lance pas les concours au hasard. Avant de lancer les concours, là, on évalue les besoins. C'est en fonction des besoins qu'on prend le nombre de places, le nombre d'admis au concours. Donc, quand les gens sont admis là, c'est comme s'ils étaient des élèves fonctionnaires. On ne va pas venir leur faire passer un concours et puis après leur formation, on dit encore concours d'intégration. C'est quoi tout ça là? Et ça ne se fait même pas dans la transparence. Il y a un problème. Ça ne devait même pas exister et ça ne se fait pas dans la transparence. Donc, par rapport à cette école-là, chaque année, on recrute, on annonce qu'on recrute 700, finalement même on en prend 1000, et puis quand ils finissent maintenant, là, on dit concours d'intégration. Dans le concours d'intégration, là, les places sont limitées et les autres sont sur le carreau, alors que c'est des domaines spécialisés. Après, vous allez dire, les jeunes s'en vont dans la Méditerranée, ils n'ont qu'à aller où? Là-bas, au moins, là, s'ils ne sont pas morts, ils auront une vie meilleure. Mais ici, là, ils restent pas où ils meurent. C'est quoi? Donc, voilà un peu comment ces jeunes gens-là sont torturés. Ils font une formation. Et même pendant la formation, pour avoir la bourse, c'est un problème. Bourse, là, mais c'est pas beaucoup, hein, mais pour donner ça, là, c'est un problème. 200 000 par an. Sur les 2 ans de la formation, ça fait 400 000.
Non seulement on ne leur donne pas, c'est au bout de 2 ans, on vient leur payer 108 000. On ne sait pas ça correspond à quoi. Et on leur dit que c'est pour la cantine qu'on a fait ce prélèvement. Pendant toute la formation, ils payent 20 000 francs par mois pour payer la cantine. Ça y est, l'État paye pour leur nourriture. Eux-mêmes, ils payent pour leur nourriture. Et puis, on s'en coupe bourse là encore. Vous savez, dans ce pays, c'est pas cette école-là seule. Hein. Une face partout. Quand les gens vous parlent de leurs problèmes là, vous êtes étonnés. Ça veut dire que quand on donne la responsabilité d'un établissement à quelqu'un, il installe son système de fraude, il fait ce qu'il veut, et c'est dans l'impunité totale. Parce que tous ils font. Qui va venir dire à son camarade, il ne faut pas faire? Chacun installe son système. Et c'est tellement grossier que ça fait honte. Mais comme ils n'ont pas honte là, ils continuent. Donc voilà ce qui se passe dans cette école. Voilà ce qui se passe dans cette école. L'État met les moyens pour que les élèves soient à l'aise, mais on les maltraite. On leur fait payer la cantine. La nourriture n'est pas de bonne qualité. Tu manges, tu ne manges pas ou tu payes tes 20 000 par mois. On coupe bourse. Bourse même, on ne voit même pas là. On coupe sur 400 000. À la fin de l'année, on leur donne 108 000 sous le prétexte que on a payé, on a retiré la cantine. Cantine que eux-mêmes, ils payent de leur poche. Il y a un problème. Ils payent leur matelas, ils payent tout. Ils payent tout. Maintenant, il y a une promotion. La promotion de 2010-2011, là, eux, ils étaient en formation quand il y a eu la guerre de 2010. Et en 2013, quand ils ont fait les intégrations, là, eux, on les a mis de côté. Et dans cette promotion-là, c'est ceux qui ont les relations ou l'argent qui ont été intégrés. Les autres enfants de pauvres, ils sont là depuis, ils n'ont pas été intégrés. Quand je vous parle de 2013 à aujourd'hui, on est en 2024, ça fait 11 ans qu'ils n'ont pas été intégrés. Des gens comme ça, là, s'ils ont eu un peu d'argent, là, pourquoi ils ne vont pas aller dans la mer? Non, vraiment, on a un pays qui est un État oppresseur, un État qui est méchant, un État qui tue les gens. Vous avez vu les déguerpissements, non? Ils tuent la jeunesse aussi. Ils font la grande gueule journée, année de la jeunesse. L'année passée, là même, on ne pouvait pas respirer. Mais les jeunes ont des problèmes. Les jeunes n'ont pas de travail. Ceux qui font des efforts pour avoir des concours sont maltraités. Ceux même qui travaillent, affaire de CEMU même là, on va revenir dessus une autre fois. Eux aussi, ils sont en ballottage. Mais vraiment, il faut que l'État se saisisse. Ça ne va pas. Et ça ne va pas dans tous les secteurs. Quand nous on parle là, c'est pas parce qu'on est contre vous. Au contraire, on vous propose des solutions. Il suffit que vous nous écoutiez pour redresser les choses. Mais si vous êtes complice de ceux qui oppressent le peuple, vous allez payer avec eux le moment venu. Voilà. Et ça là, je ne suis pas en train de vous menacer. Dieu même qui nous regarde là, il sait quelle récompense il réserve à chacun de nous. On va passer aux annonces ACI. On a lancé un sondage en collaboration avec l'OIDH sur les conditions de la paix en Côte d'Ivoire. Et nous disons que 2025, là, ça se prépare maintenant. Sortons des bavardages ou des actions concrètes qui vont nous permettre de trouver des solutions concrètes. Maintenant, si après ça, ceux qui sont au pouvoir refusent d'appliquer les solutions qu'on leur propose, nous, on aura fait notre part. Voilà pourquoi chacun doit s'investir dans ce sondage. C'est un sondage qui n'est pas long. Si vous appartenez à une association, quelle qu'elle soit, parti politique, ONG, mutuelle des villages, coopératives de tout genre, syndicats, en tout cas tout ce qui est association, vous envoyez le mail de votre association au 07 89 08 62 79. C'est à cette adresse WhatsApp là, vous envoyez l'adresse électronique de votre association et on va vous envoyer le lien. On veut remercier ceux qui ont déjà commencé à participer. La date butoir c'est le 5 avril. On espère qu'avant ça, beaucoup participeront encore et nous allons toujours relancer l'annonce après ce direct pour que vous puissiez participer. La paix, là, c'est notre responsabilité à nous tous. Sans la paix, il n'y a pas de développement, il n'y a rien du tout. Donc, c'est important. Ça devait être une responsabilité collective. Donc, on vous encourage vivement à participer à ce sondage. Vous verrez vous-même ce qu'on va faire des résultats. Merci beaucoup. Tout à l'heure, il y a une sœur qui va nous faire un don en dispositifs médicaux
pour nos frères les déguerpis et tous ceux qui sont dans le besoin. Quand nous allons voir le contenu de ce don, nous verrons comment les orienter vers ceux à qui ça pourrait servir. On voudrait dire aussi merci à ceux qui nous ont fait des dons pour les déguerpis. Si vous voyez un cas dans nos focus qui vous intéresse, vous pouvez nous solliciter pour aider cette personne. Mais il y a des gens aussi qui nous donnent de l'argent comme ça sans identifier des gens, et nous on va faire des dons aux cas les plus désespérés. Parce que vous voyez les déguerpis comme ça, il y en a qui s'en vont surcharger leurs parents et connaissances, mais il y a d'autres qui savent vraiment pas où aller, qui restent sur le site et qui souffrent là avec leurs enfants. Donc vraiment, faites parler votre cœur. Ne dites pas que vous n'avez pas assez. Le peu qu'on a, on peut toujours le partager avec les autres. Si c'est 1000 francs, si c'est 10 000, c'est 100 000, chacun selon ses moyens. Vous pouvez faire ces dons-là au 07 47 45 11 45. Voilà. Et nous avons aussi besoin de cannes. Il y a une association d'aveugles qui nous a contactés pour dire qu'ils ont besoin des cannes blanches des aveugles là. Donc, vous qui êtes à l'extérieur ou bien même ceux d'ici, ceux qui peuvent, qui ont un réseau pour avoir ces cannes-là, nous souhaiterions vraiment que vous puissiez nous aider à en avoir. Ils ont demandé 150 cannes blanches. Que Dieu vous bénisse par avance pour ce que vous allez faire. Les adhésions à ACI aussi se poursuivent. Merci à ceux qui ont le courage d'être membres de ACI, parce que c'est les courageux qui sont membres de ACI. Et donc, nous voulons dire merci à tous ceux qui adhèrent. C'est toujours le même numéro, le 07 48 2 x 59 67. Vous lui envoyez un message sur WhatsApp, il vous enverra la fiche d'adhésion, les conditions d'adhésion. Voilà, c'est à son niveau seul que tout se gère. Et il va vous inscrire dans le groupe WhatsApp de votre commune de résidence. C'est l'occasion d'encourager nos bases. Il y en a qui ont commencé à se réunir, c'est très bien. D'autres n'ont pas encore commencé. N'oublions pas qu'en 2026, on veut être à l'Assemblée nationale. C'est maintenant, nous on prépare 2026 là. On n'a pas l'argent pour aller soudoyer les gens. Voilà. Donc, il faut que les bases soient dynamiques. Il faut que les bases s'agrandissent pour qu'en 2026, on sache les localités dans lesquelles nous pourrons essayer de briguer le poste de député. Voilà. Il y a l'implantation aussi qui se poursuit. Si vous êtes dans une localité et que vous voulez représenter ACI là-bas, vous contactez notre superviseur général au 05 02 07 86 00. Je répète, 05 02 00 05 02 07 86 00 et il va vous indiquer comment faire. Voilà. Donc, nous voulons souhaiter une excellente semaine sainte à tous les chrétiens. Passez une excellente semaine et puis à bientôt. Merci.